C'est le premier repos depuis le début de cette compétition, le 16 janvier dernier. CHAN Moments numéro 13, édition bilan du premier tour, 24 rencontres, 46 réalisations, soit une moyenne d'environ 2 buts par match, 8 pays éliminés, nombre identique de qualifiés pour le tour suivant. Le pays hôte, le Cameroun, tout comme le tenant du titre, le Maroc, toujours en compétition. Notre invité, instructeur FIFA, est déjà avec nous, Bertin Ewane. Bonsoir. Bonsoir Bertin Yangmar, bonsoir à tous les téléspectateurs. Avec vous, nous allons dresser la compétition groupe par groupe, niveau technique, confirmation et peut-être aussi des déceptions. Regard critique sur l'organisation générale, répétition, grandeur, nature avant la plus grande compétition en Afrique, la plus prestigieuse, la CAN, qui va se dérouler ici même au Cameroun dans un an. Incontournable dans ce programme, les nouvelles des Lions indomptables actuellement à Douala. Madame, monsieur, merci d'être scotché. CRTV News, la chaîne qui fête son 3e anniversaire ce 28 janvier 2021. L'info, c'est ici. Africa, Africa, we are champions. Africa, bienvenue à bord pour les prolongations CHAN Moments édition spéciale sans nos rubriques habituelles. Priorité donc ce soir au bilan du premier tour. D'abord, Bertin Ewane, si vous le voulez bien, on commence par la poule A. Mali, 7 points qualifiés. Le Cameroun, 2e, 5 points qualifiés. Et les deux autres, Burkina Faso, éliminés, tout comme le Zimbabwe. Oui, Bertin, disons que la tradition a été respectée, c'est-à-dire que les favoris ont tenu leur rang. On n'a pas eu trop de surprises, ni été peut-être le Burkina Faso qui aurait peut-être joué le tour de fête, mais les deux équipes, en gros, le Mali, 4 participations déjà, le Cameroun, 4 participations également. Ils ont tenu leur rang et je pense que ce n'est que l'ordre a été un tout petit peu respecté. Peut-être une petite déception, le Zimbabwe, non seulement pli bagage, mais 0 pointé. Oui, le Zimbabwe qui est à sa 5e participation, malheureusement qui a connu une phase de préparation extrêmement difficile. Il faut le dire, notamment les problèmes de compétitivité et les problèmes liés également au cas de Covid dans leur tanière, et donc une préparation saine. Par conséquent, il était normal que, effectivement, on a vu durant tous les matchs de poule qu'elle a énormément souffert tant le premier match qu'au dernier match. Et la petite pointe, est vraiment pour moi, des déceptions, c'est vraiment le Burkina Faso. Vraiment une très belle équipe, avec vraiment des jeunes susceptibles, vraiment. Je pense qu'ils ont pris la hauteur, la dimension de ce que c'est que le CHAN. Peut-être qu'ils reviendront un peu plus fort à la prochaine édition. Alors, un mot sur le niveau technique. On connaît les qualifiés. Est-ce que les matchs ont pu tenir leurs promesses? On les attendait quand même relevés dans cette poule quelque peu équilibrée. Oui, on peut dire que c'est équilibré, mais au regard des scores vraiment très étriqués. D'ailleurs, c'est l'une des poules également, avec la poule B, on en parlera tout à l'heure, où il n'y a que 9 buts. 9 buts, ça veut dire que tactiquement, les équipes étaient structurées de manière à bien défendre. Les équipes sont bien comportées défensivement, mais surtout n'ont pas ouvert effectivement le jeu. Et donc du coup, ça s'est traduit par des coups de pied. Les buts étaient pour la plupart marqués par les coups de pied arrêtés. Le Burkina Faso a fait une très belle phase de groupe. Mais je pense qu'en gros, que ce soit le Mali, que ce soit le Cameroun, ces équipes sont restées extrêmement disciplinées dans leur organisation défensive. Tradition respectée également au sujet du pays organisateur, qui n'est pas recalé au premier tour. Quand c'est le cas, la fête peut prendre un coup. Oui, disons qu'en dehors de l'édition 2009 où la Côte d'Ivoire était éliminée au premier tour, on a senti vraiment cette fois-ci, depuis cette édition, et notamment cette fois-ci, malgré une préparation extrêmement difficile, un environnement délétère du pays organisateur,
on a senti que cette équipe s'est remise en cause et s'est rapidement rattrapée par rapport à son organisation. Et donc, elle a fait une meilleure phase de poule qu'on aurait espéré. Je pense que au fur et à mesure que la compétition va s'avancer, je pense, à mon avis, que cette équipe a quelque chose qu'on pourra peut-être retrouver un peu plus tard. On va passer à l'autre poule, la poule B, avec les deux Congos. L'Afrique centrale qui tire son épingle du jeu, la RDC en tête avec 7 points, le Congo-Brazza avec 4 points. C'est d'ailleurs la seule sélection qui se qualifie avec 4 points. Et puis les deux autres qui suivent à 2 points, Niger et Libye, qui vont plier bagage et retourner au bercail. Oui, assurément, c'est aussi l'un des groupes les plus disputés. Parce que le premier a 7 points et le dernier a 2 points. Donc, les matchs se sont effectivement disputés dans ce groupe. Et vraiment, on a senti les favoris, notamment la RDC. Et une petite pointe d'amertume quand même par rapport à la Libye. Mais également, on peut aussi se dire que la Libye également connaît des problèmes d'organisation de son championnat. Vous savez, d'abord, c'est un championnat à 2 poules. Donc, du coup, les problèmes liés à son organisation ne sont pas effectifs et donc ne sont pas facilement gérables. Mais les problèmes également liés à l'environnement sanitaire a également perturbé cette préparation. Donc, pour moi, les deux Congos ont effectivement tiré l'épingle du jeu, sachant bien que vous connaissez très bien la rivalité qu'il y a entre les deux Congos. Et donc, ça s'est vu pendant la compétition. Mais je pense que la RDC a bien géré sa rencontre, notamment en gagnant cette fois-ci le Congo, parce que ça n'était jamais arrivé auparavant. Alors, pour les pays qui sont en quart de finale, presque tous sont sortis de là sans défaite. Et l'exception, c'est encore le Congo-Brazza qui a perdu un match. Oui, disons que le Congo a joué des chances. Le Congo a joué des chances, mais l'équipe est suffisamment bonne. Hein. Il faut se le dire, c'est-à-dire que l'équipe est suffisamment bonne. Je disais tantôt que ils ont gagné, la RDC les a gagné, mais la RDC les a gagnés à la première édition. Mais je pense que c'est une équipe qui se sent bien. Les joueurs sont suffisamment motivés. Mais il y a une chose qu'il faut aussi relever, c'est-à-dire que le Congo a aussi des problèmes d'organisation de son championnat. Comme, en dehors du Congo, il y a aussi le Cameroun, les deux rescapés qui arrivent à ce stade de la compétition n'ayant joué aucun match de championnat dans leur poule. Donc pour les 6 autres, il y a championnat. Oui, dans les 6 autres, on peut le citer à foisonnement. Hein. C'est-à-dire le Mali est à sa 2e journée, la Guinée est à sa 9e journée, la Zambie 14e journée, le Maroc à la 8e journée, la RDC 15e journée. Voilà. C'est-à-dire qu'on a quand même la tradition sur les 8 équipes. 6 équipes sont quand même... La compétition, les gens. Oui, ont quand même la compétitivité. Les joueurs ont quand même la compétitivité. Ils ont déjà eu une phase de préparation avec les équipes et une phase de championnat qui a été lancée. Malheureusement, pour les deux rescapés, notamment le Cameroun, le Congo, il n'y a pas de championnat. Et puis, ça se ressent un peu dans la lourdeur, dans la capacité des équipes à ne pas pouvoir accélérer le jeu à des moments précis. Mais tout compte fait, ils sont déjà au 2e tour. Il faudra continuer à les observer pour s'en rendre compte de l'importance d'organiser un championnat ou pas dans les différents pays. Et on passe donc au groupe du tenant du titre, le groupe du Maroc, qui est leader là-bas avec 7 points, soit 2 victoires, un match nul. Et le Rwanda qui rafle la mise devant le Togo parce que ça devait se jouer entre les deux, Rwanda-Togo. C'est finalement le Rwanda qui passe avec 5 points, le Togo 3 et l'Ouganda 1 point. Oui, le Maroc, très belle équipe, vraiment très assurée, une équipe vraiment mature. Le Rwanda qui prend la place du Togo, je vais dire entre parenthèses, prend le Rwanda la 4e participation et puis le Togo c'est la toute première. Et donc pour une première, on a senti vraiment une équipe vraiment joueuse, une équipe vraiment organisée. Vraiment, on va retrouver ces jeux, on va retrouver le Togo plus tard parce que je pense que c'est l'une des équipes promoteuses de ce championnat. Je pense également que ils ont bien pris la leçon pour une première. Je pense qu'ils ont bien géré cette compétition. Ils ont quelque peu la naïveté du bleu
d'une compétition, ils auraient bien joué, ils auraient bien capitalisé le dernier match, notamment contre l'adversaire, le Rwanda qui s'est qualifié. Vraiment, ils ont joué mano à mano. C'est jusqu'à la dernière minute que... à deux reprises. À deux reprises. Et puis le Rwanda a pris le devant à moins de 10 minutes de la fin. Et voilà comment le Togo reste au premier tour. Et on termine par le groupe D, le groupe basé à Limbe, avec la Guinée-Conakry qui s'arroge la première place avec 5 points. Égalité de points avec la Zambie, 5 également. Voilà les deux qualifiés de cette poule. On dirait qualification logique, c'était les plus attendus. Tanzanie et Namibie vont rentrer à la maison. Oui. La Guinée et la Zambie me semblent être des équipes qui ont pu effectivement sortir les épingles du jeu. La Zambie a plus joué lors de son dernier match, beaucoup de calculs. La Guinée également a beaucoup joué également a joué également le calcul. Ça a failli également les prendre comme le Togo contre la Tanzanie. Malheureusement, la Tanzanie a joué également vraiment des naïvetés. D'ailleurs, c'est leur deuxième participation. Mais il faut mettre à leur actif vraiment un très bon comportement de ces joueurs. On a senti notamment le capitaine de cette équipe, Kapombia, qui a été une très belle révélation de ce tournoi. Et puis, je pense que sur l'ensemble des équipes, c'est l'une des équipes qui a continué, dont les joueurs ont continué le championnat malgré la pandémie, lorsqu'elle sévissait même au mois de mai-juin. Donc, c'est une équipe que les enseignements vont être tirés de part et d'autre pour que cette équipe-là puisse revenir un peu plus forte que celle-là. Alors, au regard des chiffres et des statistiques, que tirer comme leçon après ce premier tour? Est-ce qu'il faut aller au-delà des chiffres? Oui, il faut aller au-delà des chiffres. Vous savez, les chiffres que nous avons présentés, bon, ça c'est les chiffres de monsieur tout le monde. Mais le technicien, les entraîneurs, dans un pays comme le nôtre qui organisons le championnat, nous ne pouvons pas nous contenter de ces chiffres. Eh bien, il faut tirer des enseignements. Au-delà de ça, il y a d'autres paramètres qui permettent effectivement de pouvoir ajuster les programmes de formation dans ces pays-là. Je pense que peut-être, à mon avis, parce que je n'ai pas été associé quand même, peut-être la direction technique nationale a conçu un programme pour pouvoir suivre effectivement ces différentes équipes. Mais comme je disais, il y a des paramètres sur lesquels les techniciens doivent absolument s'attarder pour pouvoir voir à peu près, comparer les niveaux de pratique de football, les niveaux de forme dans chaque pays. Notamment l'indice de match, l'indice de durée de match effectif. Vous savez que sur les 90 minutes, on ne joue pas tous les 90 minutes. Les fois où le ballon reste sur le terrain, on joue environ dans les 55 ou 60 minutes dans les pays extrêmement développés, dans Ligue 1, Champions League et autres là. Au Cameroun, Champions League, je crois qu'on est autour de 62, 63 minutes effectives de jeu. Et donc, au Cameroun, pendant les années où j'ai été à la direction technique nationale, cet indice-là m'a permis effectivement de réajuster les programmes de formation, de savoir effectivement sur quel aspect de la performance il fallait absolument insister pour que le niveau puisse être rattrapé progressivement. Mais c'est un indice important. Je pense que les entraîneurs ou bien la direction technique nationale devraient faire ce travail pour, bien entendu, inciter ou alors modifier ou réorienter les programmes de formation des entraîneurs. Alors, un dernier mot sur le bilan sportif du premier tour. Un dernier mot sur les buteurs. On ne les a pas beaucoup vus à l'œuvre, notamment lors de la première journée. Il y a eu un petit réveil, des frémissements. Et c'est le Guinéen Yacouba Barry qui est en tête de ce classement des buteurs avec 3 réalisations. Et 7 joueurs arrivent juste après avec 2 buts pour chacun. Parmi les 7, il y a bien sûr le Camerounais Salomon Mbanga. Oui, là aussi, il faut dire que effectivement, les équipes sont venues avec une organisation défensive extrêmement serrée. Ça s'est remarqué lors de la première journée. Première journée dans toutes les poules, nous avons eu, je crois, 9 buts. Sur les 8 rencontres, nous avons eu 9 buts. Donc 1 but, 1 par match pour ce match-là. Et donc, c'est pour dire que c'était extrêmement serré. Les équipes se sont un peu lâchées à la deuxième journée, où nous avons enregistré, je pense, 16 buts de cette deuxième journée. Les équipes se sont un tout petit peu lâchées, mais pour refermer également à la troisième journée, parce que tout le monde espérait... Il y avait beaucoup de calculs. Il y avait beaucoup de calculs. Donc,
les équipes ont beaucoup joué, les équipes sont beaucoup structurées sur le plan défensif. Et donc, la deuxième partie nous annonce vraiment des parties extrêmement serrées encore. Parce que les équipes, sur le plan défensif, vont extrêmement régler ces problèmes-là pour ne pas rapidement encaisser ou bien pour ne pas encaisser du tout. Ça passe ou ça casse. Oui, c'est une étape où, si ça ne passe pas pendant le match, eh bien, on va attendre la loi des tirs au but. Eh bien, on ne sait pas à ce moment-là à qui la chance va sourire. Voilà. On se retrouve tout à l'heure pour parler des Lions. Nouvelle des Lions à prime, morale au beau fixe, nous disent nos reporters envoyés spéciaux sur place. Les derniers réglages auront lieu demain vendredi, la veille du match. Les enfants promettent de mouiller le maillot pour accéder pour la première fois en demi-finale. Ce sera samedi prochain. Il faudra donc résoudre cette équation à plusieurs inconnus, l'équation RDC. Mention bien au public malgré les restrictions Covid. Très bonne ambiance en dehors et dans les stades. Avant, pendant et après les rencontres, les supporters donnent de la voix. Le 12e joueur camerounais qui se prépare d'ailleurs à pousser les Lions à prime à la victoire finale. Morceau choisi, Kati Toulou et Langa. Des supporters en furie, une ambiance de jour de fête pour célébrer la force, le courage mais surtout la victoire des Lions indomptables à prime. Ils sont accompagnés dans leurs actions par le regard attentif, la vigilance des fans. Ici, aucune action n'est boudée. Concrétisée ou pas, cela suscite de vives émotions. Le drapeau tricolore est bien visible, il flotte, personne ne se décourage, même lorsqu'un tir est raté. Mais aussi des gadgets très visibles pour parfaire l'ambiance. Grosse déception pour ceux qui ne parviennent pas à se frayer une place à l'intérieur dans ce lieu mythique chargé de symboles. En tout cas, le stade se verra plus occupé en quart de finale, au grand bonheur des supporters de plus en plus nombreux. Bravo donc à ces supporters. Nombreux sont ceux qui aimeraient aller au stade, vivre dans la cuvette des Japoma cette rencontre, mais ce ne sera pas chose facile parce que les places sont limitées. Je crois à un quart. La ruée vers les billets d'accès fait donc rage, notamment pour ce match Cameroun-RDC prévu samedi. Plus de précisions avec l'un de nos envoyés spéciaux à Douala. We are at the Littoral Regional Delegation for Sports and Physical Education, where hundreds of people have gathered to buy tickets. Some have been here as early as 6 a.m. I've been here since 6:30 a.m. and until now, no ticket has been sold until I'm tired. I'm here to buy ticket for the Saturday match. Every time I'm coming to buying my ticket here, there is no line like this today. But I can understand it's because Lions are playing. According to the Japoma ticketing site president, the demand for Saturday's tickets is higher than expected, a situation which others have interpreted as a positive sign. We are very proud to see Cameroonians coming and buying tickets to go on the field, to see our team playing, to push them to the victory. But we cannot save everybody. Why? Because of COVID-19, but we are very glad also because you can see that patriotism is the main things who can put together Cameroonian. As Saturday draws near, the wish of football lovers in Douala is that enough tickets be made available so that they can give the Lions the much needed home support to win the match. Victoire, 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 victoire. Victoire, et malheureusement on ne peut pas satisfaire tout le monde par rapport à l'accès au stade à Japoma samedi prochain. Le gouverneur de la région du littoral s'est d'ailleurs exprimé sur le sujet. Samuel Dieudonné, il va Dibois. La tension au niveau de la recherche des tickets d'entrée au stade de Japoma samedi
se justifie par le fait que tout le monde veut voir le match. Et vous voyez, quand tout le monde veut voir le match, malheureusement, nous n'avons pas 50 000 places disponibles. Compte tenu de la pandémie du Covid et des hautes institutions du chef de l'État et du gouvernement de la République, il est question de respecter des mesures barrières. Alors ça fait que les billets en vente ne peuvent pas être la moitié même des 50 000 places. Et vous savez, c'est un match qui draine beaucoup de personnalités. Vous verrez donc qu'il y en a qui viennent de la présidence, de la primature et des autres services ministériels. Donc, tout ce monde venant à Douala, nécessairement, les places vont ainsi être occupées de manière à ce que les uns et les autres soient mieux lotis. J'ai interrogé les vendeurs de billets, pratiquement tout a été placé. Mais je voudrais appeler l'attention de la population du littoral en général et celle de Douala en particulier, sachant que ce match se joue au stade. Cependant, ceux qui n'auront pas de billets peuvent bien suivre ces matchs à partir de leur téléviseur. Nous voulons que, une fois que le Cameroun vient jouer à Douala, nous ne puissions pas enregistrer du désordre. Voilà, il faut suivre la compétition dans le calme comme cela a d'ailleurs démarré. On a vu ces spectateurs disciplinés dans tous les stades, hein, à Limbe, à Douala, Japoma, Douala, Bepanda et même à Yaoundé, Bertin. Oui, disons que ça fait plaisir de voir tous ces spectateurs courir dans les points de vente des billets. Mais il faut dire que durant toute la compétition, on a vu les spectateurs dans tous les matchs. Ce qu'on ne voit d'ailleurs pas dans certaines compétitions de la CAN. Donc, le Camerounais est amoureux du foot. Oui, c'est-à-dire que ça se voit. Ça se voit. Il y a des passionnés, la famille du football est grande, la famille également du sport, du loisir également elle est grande. Mais surtout parce que l'équipe nationale va jouer à Douala. Et donc, il y a une mobilisation supplémentaire. Et donc, ce public veut pousser son équipe pendant ce match. Est-ce que c'est une pression supplémentaire pour les Lions à prime face à cet engouement populaire? À mon avis, c'est une pression positive. Parce que les gars savent qu'ils ont effectivement l'onction de la population, l'onction des spectateurs. Et donc, pour eux, pour moi, je pense qu'en fait, n'eût été le contexte vraiment sanitaire mondial, et particulièrement sur cette CAN, et effectivement, on verrait comment les 50 000 places de Douala Japoma auraient été pris en moins de 2 heures, parce qu'aujourd'hui, effectivement, nous avons regardé dans les réseaux sociaux, à 9h midi, il n'y avait plus de billets, les billets n'étaient plus disponibles parce que les 25 000 places qui avaient été, les 25% des places qui avaient été décidées sont partis comme les petits bouts de pain. Petite respiration et on se retrouve. Africa yelele, Africa yelele, Africa yelele, we are champions. Africa yelele, Africa yelele, Africa yelele. Toujours dans ce bilan du premier tour, on va parler maintenant du déploiement médical très apprécié jusqu'ici avec un plateau technique camerounais à la hauteur de l'événement. Guy Roger Nana nous parle notamment du cas de Limbe. Health is wealth. This wealth is actually being preserved at the Limbe Boya site of the Shan 2020 by a heavy mobilization of medical teams headed by the Southwest Regional Delegate of Public Health. We work like a team. We have always put up a medical arsenal for us to handle all emergencies. Ever since the beginning of the first round of the competition, a wide range of health-related casualties have been handled by the medical teams on board. We had our first casualty was the Zambian goalkeeper on the second day of play. During the match, there was some first aid treatment that was given to him, and immediately after he was transported in the medicalized ambulance to the regional hospital. One of the CAF drivers
after food poisoning and profuse vomiting. So the blood pressure dropped and he collapsed on the stands, and we picked him and brought him here into this infirmary where he was taken good care of. COVID-19 being a major health preoccupation the world at large, the medical teams on the site have been keen on sorting out cases in a bid to preserve a safe Shan site. As at now, we have tested 1,625 persons with 30 testing positive, and all these cases have been isolated depending on the level of severity and wash. That is water, sanitation and hygiene, which entails the systematic disinfection of the dressing rooms, reserve benches, all the balls. In between two matches, we disinfect the entire stadium. As at now, all health-related issues registered on the site of the Shan 2020 have been handled without any major complication. De bons points également dans la couverture médiatique, un signal CRTV, signal fort et de qualité mis à la disposition de la CAF, la Confédération africaine de football. Un spécialiste en la matière, en l'occurrence Eddie Hamel, était en séance de travail aujourd'hui avec le personnel CRTV pour optimiser davantage les résultats. Des travaux suivis par Évariste Eyenga. C'est possible, mais attention, on voit. Une communication pour faire avancer la CRTV sur son chemin de la modernité. Les échanges entre Eddie Hamel, des journalistes et des technico-artistiques de la télévision nationale visaient à relever la qualité de la couverture médiatique des grands événements sportifs tels que le Shan et la CAN. On a discuté de ce qui se fait aujourd'hui avec justement la conjonction de la matière journalistique pure et l'apport de la technologie. Nous avons parlé de cela, des évolutions, et en même temps nous avons parlé de l'application de ce journalisme-là, moderne, récent, tout fugace aussi, parce que nous sommes tributaires des technologies qui sont elles-mêmes fugaces. Tous les jours, il y a une évolution. Et donc tous les jours, notre métier doit s'adapter et prendre en compte ces technologies qui nous servent, non pas à changer radicalement la face de nos corps de métier de journaliste, mais simplement à le faire évoluer. Le commentaire des matchs de football doit être dans l'air du temps. Le journaliste, qui a couvert 19 Coupes d'Afrique des Nations et 10 Coupes du Monde, a suggéré des astuces puisées dans son expérience. Un commentaire aujourd'hui d'un match en direct doit répondre à pas mal de paramètres quand même nouveaux. D'abord, la concision, c'est-à-dire aller droit au but, évaluer, analyser, parce que le téléspectateur voit tout. Le direct de la télé est quand même soumis à des paramètres beaucoup plus sévères, beaucoup plus exigeants plutôt, plus exigeants. Et donc, il doit également faire en sorte de prendre en compte le fait que les téléspectateurs aujourd'hui voient tout par le replay. Donc, le commentateur doit parcourir un match en tenant en compte tous ces paramètres et en prenant en compte le fait que le téléspectateur connaît le football et voit la même chose que le commentateur. C'est toute la difficulté est là. Et encore une fois, 50% de travail, 50% de talent. Les questions de droits audiovisuels et le management de la chaîne thématique CRTV Sports ont aussi été abordés. Ici, l'enseignant de journalisme à Paris depuis 20 ans a recommandé d'anticiper les négociations 1 à 2 ans avant la tenue des événements. Bertin Ewané, on se quitte dans quelques secondes. On a suivi notre reporter Limbe qui nous rassurait quant au plateau technique médical et le confrère Eddie Hamel qui parlait de l'exigence du public quant au signal. Oui, non, disons que le contexte, je dis que cette compétition a effectivement éprouvé le plateau technique sanitaire, et nous avons vu le corps médical se déployer à travers non seulement la direction de la santé militaire, mais tous les autres corps accompagner, bien entendu, l'encadrement médical de cette compétition. Mais sur un autre plan également, je voudrais dire également bravo, parce que je voudrais dire bravo à la CRTV
qui a effectivement, vraiment, on sent qu'elle est en train de prendre ses marques. Des bons points, notamment au niveau de la couverture médiatique. On a vu qu'on pouvait basculer d'un match à un autre à la maison, assis avec sa télécommande. On pouvait suivre le commentaire et autres, les débriefings, les moments extrêmement importants de la vie de cette compétition. Donc, vraiment que le top management continue parce que les meilleurs, je crois que c'est à venir, l'année prochaine. Merci. Merci beaucoup. Je rappelle juste le quart des finales, le tableau complet. RDC Cameroun à 20h samedi, à 17h déjà. Congo, Mali. Les autres matchs vont se jouer dimanche. 17h Maroc-Zambie et à 20h Guinée-Rwanda à Limbé. C'était Chan Moment, numéro 13. Rendez-vous demain, veille de quart de finale, une fois encore. Joyeux anniversaire à CIA TV News. Bonsoir. Ocean 2020, Tuale, Asante Sana, Obrigado, Gracias, Dankeso, Menace, merci beaucoup. Africa yelele, Africa yelele, Africa yelele, we are champions. Africa yelele, Africa yelele, Africa yelele. Africa, the home to every nation. We unite to speak the language of CRTV News, ici, toute l'info. Audio